Les leçons d'histoire de Napoléonica. Nous retrouvons Thierry Lenz, directeur général de la Fondation Napoléon. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices des podcasts de Napoléonica. Nous parlons aujourd'hui de la révolution ou du coup d'État de Brumaire qui permit à Napoléon Bonaparte d'accéder au pouvoir. Nous sommes au début du mois d'octobre 1799, au palais du Petit Luxembourg. Emmanuel Sieyès et le général Jean-Victor Moreau sont en grande discussion. Sieyès est membre du Directoire, l'exécutif de 5 membres qui gouvernent la France. Depuis des années, il appelle à réformer les institutions, à concentrer le pouvoir exécutif pour que la République soit gouvernée avec plus d'efficacité. Comme la réforme ne peut pas se faire par les voies légales, il explique au général Moreau qu'il a besoin d'un militaire pour le seconder dans son opération de régénération. Ce soldat commandera la garnison de Paris pendant que lui, Sieyès, convaincra les chambres de réviser en profondeur la Constitution. Moreau n'a pas le temps de répondre. Les 2 hommes sont interrompus par un secrétaire. Celui-ci les informe que le général Bonaparte a débarqué à Fréjus en provenance d'Égypte et qu'il remonte vers Paris. « Voilà votre homme. Il fera l'affaire beaucoup mieux que moi, » conclut Moreau. 3 semaines plus tard, les 2 journées de Brumaire mettent un terme à la Constitution de l'an 3 et au régime du Directoire. Des commissions législatives, issues des anciens conseils, commencent à travailler à une nouvelle organisation des pouvoirs publics, à exécutif concentré. Les buts de Sieyès paraissent atteints, ou du moins presque. Il est un aspect de l'affaire sur lequel il a piteusement échoué. Au lieu de le seconder dans le coup d'État, Bonaparte a résolument pris la tête de la conspiration. Comment cela s'est-il passé ? Souvent décrié pour sa corruption, ses défaites militaires et son incapacité à faire face à ses difficultés financières, le Directoire n'avait pas autant échoué qu'on l'a dit. Quelques mesures hardies lui avaient permis d'éviter la faillite. Il est vrai au détriment de nombre de petits et moyens créanciers de l'État. Quelques belles réactions militaires, comme la victoire de Masséna à Zurich les 25 et 26 septembre 1799, lui avaient permis d'empêcher l'invasion du territoire. Quelques interventions en force avaient désarmé les faubourgs parisiens, fait taire les royalistes les plus actifs, tandis que la répression de la chouannerie n'avait jamais faibli. Mais le régime souffrait d'une tare congénitale, ses institutions. La Constitution de l'an 3 avait mis en place un régime à exécutif fort composé de 5 directeurs. Mais ce renforcement était insuffisant. Les 2 chambres composant le législatif, appelées Conseil des 500 et Conseil des Anciens, pouvaient encore l'empêcher de gouverner. Le régime était en effet marqué par une stricte séparation des pouvoirs. Aucune soupape ne permettait de réduire les conflits pouvant survenir entre le Directoire et les conseils. Ceux-ci ne pouvaient ni contrôler, ni bien sûr renverser le Directoire, tandis que le Directoire ne disposait d'aucune influence sur la confection des lois, ni surtout de l'arme de la dissolution. Il ne restait plus que les empiètements de l'un sur les compétences de l'autre, ce qui se produisit souvent, le bras de fer puis le coup de force pour trancher. Après chaque élection, un coup d'État avait été organisé, tantôt pour purger les chambres de leurs éléments les plus radicaux, tantôt pour éliminer les directeurs réactionnaires. C'est pour lutter contre cette instabilité que Sieyès avait été appelé au Directoire en mai 1799. Dès son installation, il prépara ce qu'il appela une opération de régénération de la République. Son idée était simple. Puisque la Constitution de l'an 3 prévoyait une très longue procédure de révision, il aurait fallu 10 ans pour y parvenir, il fallait forcer le mouvement. Sieyès pensait provoquer une crise majeure, mais circonscrite aux organes constitutionnels, pour obtenir une révision rapide et en force du texte constitutionnel.
Afin de lancer son action, le conspirateur en chef avait besoin d'un prétexte. Il le trouva dans la poussée jacobine des élections du printemps 1799, qui fit rentrer au Conseil des 500 une forte minorité d'extrême gauche. Dès lors, les modérés se serrèrent autour de lui et le soutinrent lorsqu'en juillet 1799, il fit fermer les clubs jacobins. Il obtint ensuite la démission du ministre de la Guerre Bernadotte le 14 septembre 1799. La machine était lancée. Pour qu'elle soit encore plus efficace, Sieyès avait besoin d'un général pour commander les troupes de Paris au moment de l'action. Il avait d'abord porté son choix sur le général Joubert, mais le malheureux avait été tué à la bataille de Novi le 15 août 1799. Pris de court, après avoir sans doute sondé d'autres généraux, il jeta son dévolu sur Moreau. C'est alors que, le 9 octobre 1799, le général Bonaparte débarqua sur les côtes françaises, revenant d'Égypte. 8 jours plus tard, il était reçu à Paris par le Directoire. Dire que Sieyès et ses collègues du Directoire furent heureux du retour de Bonaparte serait exagéré. Cet intrus venait perturber le jeu patiemment mis en place par tous les protagonistes de l'opération de régénération. On lui fit pourtant bonne mine et à part quelques allusions, nul ne lui reprocha d'avoir abandonné son armée d'Égypte pour rentrer en France. On le savait populaire. Sa remontée vers Paris s'était déroulée sous les vivats et les encouragements à agir. On connaissait ses liens avec les milieux politiques, des monarchistes sans roi aux jacobins, en passant par les modérés, voire même les tenants de la dictature militaire, toutes les factions pouvaient imaginer qu'il était des leurs. Surtout, on se doutait qu'il n'était pas revenu d'Égypte pour rien. Il était lui aussi candidat au pouvoir. Dès son arrivée, Bonaparte fut informé par ses frères Lucien et Joseph et par ses amis politiques, au premier rang desquels Talleyrand, de ce qui se tramait. Il s'installa dans sa maison de la rue de la Victoire et reçut à longueur de journée des généraux, des députés, des publicistes et des financiers. Il retrouva aussi son protecteur Barras, qui siégeait au Directoire depuis l'origine. Mais dans un premier temps, il ne voulut pas rencontrer Sieyès. Les deux hommes se croisèrent, se parlèrent avec politesse, mais seulement dans des circonstances officielles, ce qui n'est guère propice au conciliabule. Insensiblement, la candidature de Bonaparte ralliait les suffrages. On craignait l'absence de sens pratique de Sieyès, tandis qu'avec ce général si politique, on commençait à avoir confiance. Par l'entremise de Talleyrand et du journaliste Pierre-Louis Roederer, Bonaparte finit par rencontrer l'ex-abbé Sieyès une grosse semaine avant le passage à l'action. Cette fois, c'est Sieyès qui avait besoin de lui, et il fut bien obligé de lâcher du lest et en tout cas de considérer le général comme un partenaire à part entière de l'opération qui se préparait. Mais cette entrée en matière hésitante avait aussi compromis la préparation de l'affaire. On est frappé de constater à quel point les comploteurs n'étaient pas entrés dans les détails, ce qui allait leur jouer des tours lors des moments cruciaux. Les conspirateurs partirent à l'assaut du Directoire en ordre dispersé, ou au moins sans plan détaillé. Leurs partis étaient très divers. On y trouvait des républicains modérés, des idéologues, des pragmatiques, quelques militaires mis dans la confidence, des hommes d'affaires, le tout dirigé par 3 hommes, Sieyès, Bonaparte et un autre directeur, Roger Ducos. Ils se connaissaient peu et se méfiaient les uns des autres. Le plan d'action était grossièrement arrêté, mais on n'avait pas beaucoup réfléchi aux solutions à adopter si la machine venait à se gripper. Plusieurs fois remise, l'action commença tout de même le 18 Brumaire de l'an 8, 9 novembre 1799. Pour provoquer une crise de régime, Sieyès avait besoin de dissoudre le Directoire, donc d'obtenir la démission de ses collègues. Lui-même et Ducos y étaient prêts. Barras fut convaincu, moyennant une somme de 2 millions qui lui fut portée par Talleyrand. Quant aux 2 derniers directeurs, Goyer et Moulin,
comme ils ne voulaient pas se retirer, on leur demanda de rester enfermés au Luxembourg, où pour plus de sûreté, Moreau accepta de jouer les geôliers. Restait à neutraliser les conseils. On commença par les effrayer. Le bruit d'un complot jacobin avait été répandu depuis des jours, avec la promesse de journées sanglantes si l'on ne réagissait pas. Or, la Constitution prévoyait que lorsqu'il y avait une telle menace, les chambres législatives pouvaient décider de se réunir hors de la capitale. Le 18 Brumaire, 9 novembre, Sieyès l'obtint sans difficulté du Conseil des Anciens, seul habilité à décider du transfert. Le législatif était convoqué au château de Saint-Cloud dès le lendemain. Le 18 Brumaire a donc véritablement eu lieu le 19 au château de Saint-Cloud. Dans une ambiance d'abord calme puis survoltée, le sort de la République se joua dans un espace verrouillé par la troupe commandée par Bonaparte. Sieyès voulait faire constater par les conseils l'impossibilité de faire fonctionner la Constitution et donc la nécessité de la modifier. Le Conseil des Anciens, composé de modérés, y était prêt. Le Conseil des 500, agité par les Jacobins, mais aussi par quelques sincères républicains craignant la dictature, ne l'entendait pas de cette oreille, au grand désappointement de son président, Lucien Bonaparte, le propre frère de Napoléon, élu quelques jours plus tôt dans l'enthousiasme du retour du général. Ouvertes avec retard, les séances législatives se mirent à traîner. Sieyès n'y voyait pas d'inconvénient car c'était respecter une relative légalité. Tandis que Bonaparte, naturellement impatient, y voyait un risque de dérapage. N'y tenant plus, le général décida donc d'aller dire leurs faits à ses députés qui lambinaient alors que la République réclamait des mesures immédiates. Il entra au Conseil des Anciens, n'y fut pas mal reçu, mais on lui fit comprendre que les bottes et le sabre n'avaient rien à faire dans une telle enceinte. Nerveux et pressé, il se dirigea vers la salle des 500 installée dans l'orangerie du château de Saint-Cloud. Le scénario mis au point par les conspirateurs ne le prévoyait pas. Et ce qui devait arriver arriva. Une bronca ponctuée de menaces accueillit Bonaparte. Il fut insulté, bousculé, mais sans doute pas menacé d'un poignard comme on l'écrivit plus tard. Il fallut l'intervention de quelques grenadiers pour le dégager et l'entraîner au dehors. Il était en sueur, le visage griffé. Il avait perdu son sang-froid. L'affaire prenait le chemin de la catastrophe. Les 500 venaient de décider de mettre hors la loi les fauteurs de troubles. En langage révolutionnaire, cela signifiait que si la motion passait, la guillotine ou la déportation dans les colonies était au bout du chemin. Dans un geste théâtral, Lucien Bonaparte quitta sa tribune présidentielle et rejoignit son frère dans les jardins. Napoléon avait repris ses esprits et, désormais, avait son destin entre les mains. Lucien harangua la troupe, accusa les députés d'avoir voulu assassiner leur général, jura qu'il tuerait son frère de ses propres mains si jamais il attentait à la liberté. L'évacuation de la salle des 500 fut promptement décidée et exécutée sous les ordres de Murat. « Citoyens, vous êtes dissous !» lança-t-il joliment en entrant, avant d'être plus concret pour ses soldats. « Foutez-moi tout le monde dehors !» Les députés évacuèrent la salle. Le coup d'État légal, rêvé par Sieyès, tournait au pur coup d'État militaire. Les conspirateurs ne le souhaitaient pas. Une fois les 500 évacués, ils voulurent revenir aux formes légales. Pour l'opinion, il fallait que la révolution de Brumaire apparaisse la plus légale possible. On avait évité le décret de mise hors la loi, on avait chassé les éléments les plus jacobins, il fallait à présent que les choses reprennent le cours qui avait été fixé. On décida donc de rattraper ce qu'on pouvait des députés des 500 et de les faire revenir en séance. Dans la nuit, à la lueur des chandelles, les conseils du directoire furent à nouveau assemblés, même s'il y avait des vides sur les bancs. Ils votèrent un décret qui constatait qu'il n'y avait plus de directoire et qu'il était par conséquent nécessaire de réviser la Constitution. Les conseils acceptèrent de s'auto-suspendre pour 3 mois
et de nommer pour les représenter 2 commissions législatives de 25 membres. Quant à l'exécutif, il était confié à une commission consulaire provisoire composée de 3 consuls, Sieyès, Ducos et Bonaparte. Les affiches annonçant aux Parisiens la nouvelle organisation des pouvoirs publics furent sans attendre placardées. Des délégués des consuls partirent répandre la bonne nouvelle en province. Ce consulat provisoire dura environ 1 mois. Chaque jour, Sieyès, Ducos et Bonaparte se réunissaient et prenaient les décisions urgentes. Les commissions législatives travaillaient de leur côté à la révision constitutionnelle, en lien et parfois en présence des consuls. La réforme devait être conduite par Sieyès et aurait dû être rondement menée. L'ex-abbé avait la réputation d'avoir pensé à tout, y compris à une nouvelle constitution. En réalité, il n'en était rien. Il n'avait rien écrit. Tout était dans sa tête, pêle-mêle, sans ligne véritablement établie. On demanda au député Boulet de la Meurthe d'essayer de faire sortir quelque chose de ce magma. Ce fut une 2e chance pour Bonaparte. Paradoxalement, la première de ces chances avait été sa perte de sang-froid le 19 Brumaire. En faisant intervenir ses soldats, il avait dépassé le rôle de militaire d'appoint qu'on voulait lui faire jouer. Il était devenu le véritable acteur du coup d'État, celui qui avait débloqué les choses. Ce faisant, il avait pris l'ascendant sur ses complices. Il disposait de la force, savait s'en servir et saurait encore l'employer en cas de besoin. C'est vers lui que se tournaient les regards de tous ceux qui n'aimaient pas Sieyès ou s'impatientaient de ses hésitations. Chaque jour renforçait l'évidence, l'efficacité était du côté de Bonaparte. Et lui ne l'en voyait pas dire. Il savait se montrer impérieux, il décidait, il brusquait parfois ses collègues consuls. Lorsqu'enfin Sieyès commença à proposer des solutions constitutionnelles, tout le monde fut déçu. Son projet était celui d'un théoricien, d'un idéologue, presque d'un mathématicien. On parlait de 2 consuls, un pour l'intérieur, un pour l'extérieur, et pour arbitrer leurs éventuels différends, Sieyès imaginait un grand électeur sans pouvoir, mais confortablement installé à Versailles, avec un traitement mirifique. Un cochon à l'engrais, aurait lâché Bonaparte. Dans le projet de Sieyès, il y avait encore des chambres enchevêtrées, un jury constitutionnel aux vagues compétences, etc. Les commissions législatives renâclaient, et comme les consuls avaient accès à leurs travaux, Bonaparte s'y montrait plein d'allant et de sens pratique. Il finit par imposer ses vues sur l'exécutif. Il serait confié à 3 consuls, dont un aurait la prééminence sur les autres. Le législatif serait bicaméral. Un Sénat jouerait au jury constitutionnel, mais dans la clarté. Un Conseil d'État, composé des hommes les plus capables, assisterait le gouvernement. En quelques jours, la Constitution de l'an 8 fut rédigée et votée. Après avoir annexé sa conspiration, détourné son coup d'État, Bonaparte ravissait à Sieyès le pouvoir constituant. Il ne lui laissa que des miettes. Une fois la Constitution rédigée et adoptée, restait à désigner les 3 consuls qui incarneraient le nouvel exécutif. C'est alors que Sieyès fut éliminé. Rappelons-nous qu'il n'avait pas que des amis, qu'il agaçait les plus patients, qu'il n'apparaissait pas courageux et manquait d'énergie. Il comprit très vite que la place qui serait la sienne dans le nouveau régime serait honorable, mais annexe. Et comme il fallait s'y attendre, il capitula, presque sans combattre. 3 noms s'imposèrent, Bonaparte comme premier consul, c'est-à-dire véritable chef de l'État, Cambacérès comme représentant de la Révolution, il était régicide, Lebrun comme tenant d'un ancien régime réformiste, il avait été le secrétaire de Maupeou. Sieyès était confiné dans le rôle de président du Sénat et se voyait accorder une récompense nationale sonnante et trébuchante. En le faisant riche, Bonaparte le faisait moins puissant.
a estimé l'historien Albert Vandal. Il faisait encore mieux, il l'annihilait. Tel était l'épilogue du coup d'État officiellement appelé « Révolution de Brumaire ». Il constitua, ainsi que l'a estimé le philosophe italien Malaparte, le premier coup d'État moderne. L'aller-retour entre la force militaire et la légalité n'est pas étranger à ce sentiment. L'affaire avait été montée par des républicains pour sauver ou au moins rénover la République. Elle donnait un autre cours à la grande secousse commencée en 1789, mais sans le dévier. Depuis 10 ans, la question de l'exécutif avait été centrale. La Constitution de l'an 8 la réglait en le concentrant. Surtout, elle instaurait un pouvoir disposant des moyens d'asseoir les réformes, de les approfondir et de les synthétiser. C'est ce que Bonaparte allait entreprendre et réussir en moins de 2 ans, mais cela est une autre histoire. Vous venez d'écouter un podcast de Napoléonica, la marque scientifique de la Fondation Napoléon, enregistré à l'ACAV Studio à Versailles. Réalisation Victor, musique Ludwig van Beethoven et Alexandre Korchia. Retrouvez des compléments historiques et tout ce que vous voudriez savoir sur l'histoire des 2 empires sur le site www.napoleon.org de la Fondation Napoléon.